On va poursuivre peut-être avec pas moins de tonus, j'en suis sûre, moins de verve, mais c'est vrai que c'est bien, je vois que les médecins s'essayent aussi beaucoup à l'humour et surtout mettre de l'énergie dans leur présentation, et c'est drôlement intéressant, surtout pour les gens qui sont dedans. Ils ont bien réagi, mais ceux de l'extérieur aussi, et au moins ça permet de comprendre des choses qui ne sont pas forcément du langage courant, même si vous étiez très très clair dans votre présentation. Alors on va continuer sur cette découverte un peu de ces soins de support dans les soins oncologiques, dans les traitements oncologiques, et surtout avec la question de l'externalisation des soins en cancérologie et le lien entre l'hôpital et la ville. Alors vous le savez forcément mieux que moi, c'est vrai que les cancers, on les soigne de mieux en mieux et surtout on vit de plus en plus longtemps avec. On est à peu près à 25% aujourd'hui des traitements oraux. On estime qu'on sera à peu près à 50% dans les années 50. Alors les questions que nous allons nous poser là cet après-midi, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner au mieux les patients dans leur traitement et dans l'observance de ces traitements, surtout quand ils ne sont plus encadrés ou en tout cas plus dans la structure de l'hôpital. Comment maintenir finalement un lien cohérent entre et de qualité hors de l'hôpital. Comment former ceux qui en ville vont accompagner ces patients. Quel lien donc créer entre l'hôpital et la ville. Quelle responsabilité aussi pour ces équipes engagées. Comment mieux les former, mieux communiquer sur ces soins de support. Beaucoup de questions et je l'espère, vous serez aussi très actifs tout à l'heure. Alors, très vite, comment ça va se passer? On va découvrir deux expériences qui sont menées ici sur le terrain, notamment à Caen. L'un au sein du centre anti-cancer François Baclès, l'autre au sein du CHU, avec d'abord le docteur Florence Polycarpe, gastro-entérologue qui est au centre Baclès, et Patricia Lecoq, infirmière au même centre Baclès, qui vont nous présenter le programme Prétora, tout à l'heure un programme de formation à l'éducation thérapeutique des patients. Et puis Valérie Chedru-Legros, qui est pharmacien au CHU de Caen et qui, elle, va nous présenter un autre programme, Réseau Caen, PREPS, et on le verra d'ailleurs, ce sont deux programmes très complémentaires. Et on découvrira un film sur le regard notamment d'une pharmacienne qui est à Lisieux, dans le pays lexovien et le pays d'Auge ici, voir comment quel est son rapport justement avec ses soins et ses patients par rapport aux médicaments oraux. Et puis on se retrouvera pour échanger tous ensemble. Alors, peut-être est-il important, avant de commencer, que deux de nos organisateurs aujourd'hui, Xavier Blaiseau et Stéphane Chaise, vous preniez la parole, parce que c'est vrai que cette thématique, notamment le lien entre la ville et l'hôpital par rapport à ces soins de support, ça répondait à un besoin. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui décidé de discuter de ces questions. Stéphane Chaise. Oui, tout à fait. Il marche, normalement. Oui, comme on l'a souligné ce matin, c'est dans ces réunions annuelles sur les soins de support, on se base avant tout sur ce que nous disent les participants. Et le souhait fort l'année passée, c'était justement de parler de ce lien ville-hôpital et de la gestion des traitements anticancéreux à domicile. Donc c'est le principal thème de la journée, de l'après-midi d'aujourd'hui. Alors, c'est vraiment ces traitements à domicile, ces traitements oraux. Là, c'est exponentiel. Il y a vraiment, Oui, comme vous l'avez dit. Alors, on sait que 50% des traitements anticancéreux, pas uniquement les chimiothérapies, mais les thérapies ciblées, l'immunothérapie, 50% des traitements seront sous forme orale en 2020. Donc 2020, c'est demain. Les laboratoires développent préférentiellement des traitements par voie orale. Ça, c'est indéniable en hématologie et en oncologie. Donc, dans les années qui viennent, on va avoir de plus en plus de traitements par voie orale qui seront gérés donc à domicile. Et c'est vraiment un changement dans nos métiers dans les années qui viennent. C'est-à-dire que nous, hématologues, oncologues, on a actuellement à gérer des traitements en hospitalisation de jour.
Et on va avoir de plus en plus de traitements à gérer en consultation. C'est-à-dire qu'on va voir les patients, ils vont ensuite rentrer à domicile avec leur traitement anticancéreux. Donc d'où l'importance de gérer les effets secondaires, la compliance des traitements et l'observance de ces traitements. Xavier Blaiseau, oui. C'est pour ça que la demande est forte. Je crois qu'on va essayer d'y répondre aujourd'hui et puis avec les outils qu'on met en place et les projets qui vont être présentés. C'est une demande forte puisque, effectivement, ce que disait Stéphane, l'évolution des molécules injectables, elle est linéaire depuis les 10 dernières années, alors qu'elle est effectivement exponentielle sur les molécules orales. Molécules orales qui vont présenter effectivement beaucoup d'avantages, qui évitent des hospitalisations, une qualité de vie meilleure, mais qui présentent également aussi des effets indésirables importants qu'il va falloir anticiper et gérer. Et ça, maintenant, ça va se passer aussi du côté de la ville. Et c'est pour ça que c'est très important d'anticiper ça. Ouais. Et une forme de revers, peut-être, c'est que, certes, ça facilite le quotidien, c'est moins difficile peut-être à vivre, mais on peut l'oublier ou on peut moins observer de manière moins rigoureuse son traitement. L'inobservance sur l'ensemble des maladies chroniques en France, pas seulement au cancer, c'est 9 milliards d'euros par an en France pour 40% seulement de patients qui prennent bien leur traitement. Donc il y a un vrai problème d'inobservance qu'on pouvait effectivement gérer en hospitalisation et qu'on ne peut pas forcément gérer à l'extérieur. Donc il faut vraiment bien suivre les patients, les accompagner. Je crois que c'est une demande aussi importante qui est faite, c'est d'accompagner les patients pour les briefer au travers de différents projets, de programmes, sur l'impact, l'importance de l'observance, même si ça génère des désagréments pour la survie, pour la qualité de vie. D'où l'importance pour ces professionnels qui se retrouvent confrontés à cette population qui arrive et qui est en attente d'être bien formés, de bien savoir que répondre. Il y a peut-être des idées reçues aussi là qu'il va falloir enlever, puis d'autres à apporter. C'est vraiment ça fondamental, la formation des professionnels qui interviendront à domicile. Donc on ne va pas les lister, mais du pharmacien aux soignants, et la formation des effets secondaires des traitements va être fondamentale, puisqu'ils vont se trouver confrontés, mais on va en reparler. Tout à fait. On va en reparler notamment avec le programme Prétora. Et également, on en a un petit peu déjà parlé l'année dernière sur le programme de formation qu'on met en place sur la Basse-Normandie, des formations délocalisées qui certes ont un objectif d'information, mais aussi et surtout finalement de mettre en contact physique les mêmes interlocuteurs, même de professions différentes, mais qui vont gérer les mêmes patients, pharmaciens, infirmiers, médecins traitants. Alors justement, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'il fait en matière d'éducation thérapeutique, avec d'abord nos deux premières intervenantes, le docteur Polycarpe et Madame Lecoq, pour le bilan Prétora. Alors vous venez ici, alors je vais vous remettre le micro, vous le prenez à la main comme moi, ou voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, comme le disait Stéphane tout à l'heure, il faut qu'on se prépare effectivement à cette évolution par rapport à ces traitements qui vont être de plus en plus importants en termes de chimiothérapie et thérapie ciblée par voie orale. On sait qu'à l'aube de 2020, c'est 50% de ces traitements qui seront pris par voie orale. Et comme le soulignait autant Xavier que Stéphane tout à l'heure, il faut que ces patients puissent être préparés à ces effets secondaires que l'on connaît, nous, soignants, mais prendre aussi la mesure de ce que représente cette responsabilité pour les patients de prendre ces traitements à domicile. Donc on doit se préparer à cette évolution. C'est pour ça que, porté par la direction de notre centre François Baclès, on a pu être en mesure de répondre à un projet INCa au mois de juin 2014, qui a été, on a été retenu donc au mois de novembre, et l'aventure là a pu commencer depuis janvier 2015. Je ne sais pas comment elle marche la zapette. Est-ce qu'elle marche la zapette? Non. Il y a un problème de zapette.
Ça, c'est les inconvénients du direct. Ça doit être ça. On dit toujours que c'est ça. Voilà. C'est laquelle? D'accord. Alors, la finalité de ce programme, c'était de former sur notre réseau ex-bas normand un maximum de professionnels de santé pouvant répondre. J'ai pas touché. Excuse-moi. Ça, c'est formidable. C'est de ma faute. Voilà. D'être formé autant à l'éducation thérapeutique du patient qu'à cette formation sur les traitements anticancéreux PEROS. Et ce qui était très important, enfin, via notre programme, c'était de co-construire avec les professionnels de terrain ce programme qui est encore en cours pour pouvoir permettre une prise en charge autant sur la qualité, l'adhésion du traitement qu'à la communication entre les soignants. Moi, j'ai entendu ce matin plusieurs choses, on n'est pas informé. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées à l'hôpital. Il est grand temps, par rapport à ce virage ambulatoire, à ce que nos professionnels de santé de territoire aient cette même formation, cette même information, pour que l'on puisse répondre au mieux, au plus près du domicile du patient. Alors, les objectifs pédagogiques, eh bien, c'était de renforcer, d'actualiser les savoirs sur les thérapies ciblées. Ma collègue Véronique, qui est tout là-haut, me disait il y a encore eu une nouvelle molécule cette semaine. Donc, en fait, c'est en perpétuel mouvement. Il faut se tenir informé de toutes ces nouvelles molécules qui ont toutes des effets secondaires bien communs qu'il faut connaître. Donc autant nous les hospitaliers que les libéraux. Donc voilà, cette formation est indispensable, mais aussi de pouvoir former des professionnels de santé dans cette optique d'une prise en charge globale via l'éducation thérapeutique. Je vais intervenir à ce niveau-là là, tout à l'heure, parce que c'est bien spécifique. Il y a vraiment une structuration autour de l'éducation thérapeutique. Et dans cet objectif aussi de notre programme Prétora, c'est d'élaborer un programme d'éducation thérapeutique reproductible. Il faut savoir que ce programme, ça sera quelque chose de pilote au niveau de l'INCa. Donc on verra comment les choses seront entendues par nos instances. Et là, je pense qu'on peut se faire fort de cette valorisation des échanges entre les professionnels. Il y en a quelques-uns dans l'Assemblée, on demandera à ce qu'ils se montrent tout à l'heure. Dans cette implication de nos professionnels, autant hospitaliers que libéraux. Alors, les différentes étapes du programme, donc ça a commencé l'année dernière, donc après une grande phase de communication, sur une formation à l'éducation thérapeutique qui s'est tenue de septembre à décembre 2015. Il y a eu une deuxième phase sur les traitements anticancéreux oraux qui ont eu lieu au centre, Florence en parlera tout à l'heure, sur les thérapies orales. Donc, vous voyez, au niveau du volume d'heures, ça a quand même été un investissement aussi pour tout le monde. Et là, nous en sommes dans la troisième phase, qui est la conception du programme régional d'éducation pour les patients. C'est un énorme travail et il y a une implication assez extraordinaire. Là, c'est pour vous montrer un petit peu la différence qu'il y a entre la transmission des informations, donc quand on est dans de l'information aux patients, dans ce qui se passe dans quelque chose, enfin, là on a pris en exemple l'entretien pharmaceutique avec un entretien motivationnel et l'éducation thérapeutique, où là, on est plus à développer chez le patient et son entourage des compétences pour que le patient soit acteur dans sa prise en charge. Alors là, je vais faire de la lecture parce que c'est une définition de l'OMS. Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique ?
Donc elle vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Donc c'est un processus, c'est vraiment un processus d'apprentissage qui utilise différentes méthodes, différentes techniques d'apprentissage. Elle est différente. Moi, j'étais infirmière en consultation paramédicale d'annonce il y a quelque temps. Et dans ma posture maintenant, en tant qu'infirmière d'éducation thérapeutique, je ne fais plus simplement de la transmission d'informations. C'est-à-dire que ma posture a changé. C'est vraiment quelque chose qui est différent et qui fait appel en général à une équipe qui est multiprofessionnelle et interdisciplinaire. D'ailleurs, selon les exigences de l'HAS, les équipes doivent être pluriprofessionnelles et interdisciplinaires. Alors, le processus d'un programme d'éducation thérapeutique commence toujours par un diagnostic éducatif, qui est primordial. Paul, je ne sais pas si elle est toujours là, Paul est là. Quand Paul parlait ce matin, non pas d'un patient, mais d'un individu, effectivement, on est en face d'une personne que l'on doit connaître avant d'engager quoi que ce soit. Ensuite, on définit, je vais revenir sur le diagnostic éducatif tout à l'heure, on définit ensuite avec le patient un programme éducatif avec des priorités d'apprentissage. Ça, je dirais que c'est aussi quelque chose d'assez important et primordial. Je pense que si la priorité chez le patient, c'est de partir en vacances, de s'occuper de ses petits-enfants, si on n'a pas écouté ça par rapport à ses priorités, on peut passer à côté de plein de choses. Ensuite, on met en œuvre le contrat d'apprentissage où on met en place, on voit avec lui, en fonction de ses possibilités, de ses besoins, différents ateliers, qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc tout ça, évidemment, ça se met en place dans le temps, en fonction de nos besoins. Enfin, voilà, il y a aussi des plannings que nous devons respecter. Et puis, comme tout programme, il doit être évalué. On évalue la progression de chaque patient individuellement par rapport à ses compétences. Et puis, il y a également l'évaluation du programme. Ça, je ne vais pas déployer ça cet après-midi. Par contre, voilà, je voulais m'arrêter un petit peu sur le diagnostic éducatif. Je vous disais tout à l'heure, là, on fait la connaissance. On fait la connaissance d'une personne, savoir qui il est, comment il vit, quels sont ses projets, ses activités, les pathologies associées. On explore vraiment tous les domaines, qu'ils soient cognitifs, psychologiques, sensorimoteurs. Et voilà. Et là, ce qui est important aussi à ce moment-là, on évalue ses besoins en soins de support, ce qui est très, très important. Et on reprend avec lui les informations sur les modalités de traitement. Voilà, je fais assez vite sur le diagnostic éducatif. Je vais passer la parole à Florence. Donc, je vais vous exposer un petit peu les étapes du programme. Alors, cette formation à l'éducation thérapeutique, initialement, on a voulu qu'elle soit organisée par la structure locale, qui est l'espace d'éducation thérapeutique régionale. En fait, on s'est retrouvé un peu en difficulté à cause de leurs possibilités en termes de volume de formation, c'est-à-dire qu'elles ont pu prendre 5 personnes, mais pas plus. Donc on s'est tourné vers l'IPSEM, qui est un institut parisien de formation à l'éducation thérapeutique, qui nous a proposé de faire 2 formations délocalisées, l'une à Flers, l'une à Cherbourg. On voulait vraiment essayer de délocaliser la formation à l'éducation thérapeutique pour ne pas tout centraliser sur la capitale régionale. Donc vous voyez ici le temps que ça a pris, ce qui suppose, je le redis comme l'a déjà dit Patricia, une implication vraiment importante des participants à Prétorat. Ensuite, la deuxième étape a été la formation aux médicaments anticancéreux par voie orale, qui s'est déroulée donc au centre François Baclès. Les participants vont peut-être essayer de se reconnaître sur la photo. En l'occurrence, ils étaient 52 et ça s'est fait sur 2 jours, avec une conjonction d'enseignements à la fois magistraux sur les modalités d'action des thérapies ciblées,
mais aussi des ateliers de mise en situation. Donc vous voyez là l'atelier donc de toxicité digestive, où c'était effectivement un cas clinique à partir duquel tout le monde a planché. Les toxicités cutanées, où grâce à un diaporama avec beaucoup de photos, on a pu approcher les toxicités cutanées. Il y a eu ensuite donc un atelier lecture d'ordonnance et diagnostic éducatif. Là aussi, chaque participant étant mis en situation. Et puis, ce qui a été le plus populaire, je crois, c'est l'atelier identifier les situations à risque, où en fait, la pharmacie, un certain nombre de gens de Baclès ont constitué en fait un petit film qui était censé être la vraie vie et à partir duquel il fallait travailler pour critiquer en fait ce petit film. Alors, vous avez ici la répartition des professionnels de santé engagés dans ce programme en fonction de leur origine professionnelle. Donc, vous voyez qu'on a peut-être un peu de mal à recruter les médecins qui sont relativement occupés. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais en tout cas, dans l'implication, c'est plus compliqué en fait de recruter des médecins. Voilà. Ici, vous avez donc les centres hospitaliers impliqués, donc le Cotentin, l'hôpital d'Argentan, Flers, et puis Baclès et le CHU. Ici aussi, les pôles de santé libéraux qui participent en fait au projet, donc Pont-Nouilly, Thury-Harcourt, Saint-Lô, Agneaux et Saint-James. Alors, voici une carte. Clairement, on ne fait pas, le programme Prétora ne fait pas la couverture du territoire, on dirait, de façon absolue. Mais en fonction de l'origine des participants, on a essayé de constituer 4 groupes de travail. Vous allez voir pourquoi dans la suite. Donc le groupe Grand Camp, Cotentin, Centre-Manche et Orne. Et chaque couleur correspond à l'origine professionnelle du participant. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes dans la 3e étape où on a en fait élaboré un programme de rencontres. On rencontre les 4 groupes systématiquement environ chaque mois avec une feuille de route à chaque fois sur laquelle on définit les objectifs de travail. Donc, c'était le diagnostic éducatif, l'évaluation, enfin, toutes les thématiques qui vont rentrer dans la construction du programme. Et à chaque fois, on a essayé de faire une visite en présentiel à chaque endroit. C'est-à-dire qu'on est allé à Cherbourg, à Flers, Centre-Manche et au CHU de Caen. Et puis, le même jour ou dans la même semaine, on organisait 3 webconférences avec chacun des 3 autres groupes. Et alors, je pense que les participants pourront donner leur opinion. Mais nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de la webconf, qui était pour nous quelque chose de très artisanal et finalement de pas gagner du tout, on a réussi quand même à communiquer. Et je pense qu'avec quelques adaptations techniques, c'est quand même très intéressant de voir qu'on peut mobiliser les gens, que les gens adhèrent et qu'on arrive à parler et à construire des choses. Donc voilà l'ensemble des gens qui participent à ce projet. Et voilà la photo de la formation à Baclès. Donc on vous remercie. Alors si les gens qui participent à Prétora veulent bien se lever pour qu'on voit combien ils sont nombreux aujourd'hui, ça nous ferait plaisir. Voilà. Et ça va être avec vous, Madame Chedreux-Legros, pour nous faire découvrir donc le programme Réseau Camp maintenant. Et on aura des commentaires après. Mais on a un temps imparti, c'est ça qui est toujours... j'ai bien compris. Je fais le gendarme aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs, les représentants de l'AFSOS, et puis du réseau Onco-Basse-Normandie, et en particulier remercier Xavier Blaiseau qui s'est créé des liens entre les établissements de la région, mais aussi entre la ville et l'hôpital. Voilà, donc je vais vous présenter donc, un programme de recherche Réseau Camp sur le lien ville-hôpital en cancérologie pour l'accompagnement des patients traités par anticancéreux Péros. Puis après, on reparlera des complémentarités avec le programme Prétora. Donc l'enjeu des chimiothérapies orales, je ne reviens pas dessus, on en a déjà parlé, avec une toxicité, des défauts d'adhésion,
du patient à son traitement, et puis les conséquences des réponses insatisfaisantes au traitement, et puis un recours majoré aux soins et en particulier aux hospitalisations. L'idée de ce projet, ça a été de fédérer vers de nouvelles organisations. Donc c'est un projet de recherche proposé par le CHU et la région Normandie. Donc un appel à projet DGOS, donc, qui est amené à se concrétiser dans les prochains mois. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette présentation, je la fais au nom du comité de pilotage dont les noms sont ci-dessous. Pour réussir une meilleure articulation des acteurs entre la ville et l'hôpital, la règle de base, c'est de respecter les missions de chacun. Donc on s'est intéressé en premier lieu aux missions des acteurs. Le médecin, c'est le premier niveau de contact avec le système de santé en ville. Il dépiste et prend en charge les effets indésirables. Le pharmacien, qui informe sur le médicament, analyse la prescription, peut dépister aussi les effets indésirables. L'infirmier, qui a la chance d'aller au domicile du patient, dans son lieu de vie, et donc qui peut le surveiller au sein même de son domicile, son état de santé, ses analyses biologiques, mais aussi les effets indésirables. Donc ce projet, on l'a construit en cohérence avec les axes de travail en cours, donc au niveau national et régional. Donc Xavier Blaiseau vous a parlé des formations territoriales qui ont eu lieu à Cherbourg, par exemple, ou qui vont avoir lieu dans l'année à Baclès, au CHU, ou dans d'autres établissements de la région. C'est bien sûr en cohérence aussi avec le plan cancer et avec les axes de travail du Cancéropole Nord-Ouest. Ce projet de sécurisation du parcours de soins en continu entre la ville et l'hôpital, il présente deux volets qui sont complètement intriqués. Le premier, c'est un volet humain. Le deuxième, c'est un volet numérique. Le volet humain, donc, c'est un accompagnement coordonné ville-hôpital. Aujourd'hui, il y a un dialogue entre le patient et son cancérologue ou son hématologue. Ça se résume à ça dans la plupart des cas. Il y a des expériences ponctuelles, dans la région en particulier, à Cherbourg, où vous allez avoir une infirmière coordonnatrice qui va rappeler le patient, où il y a un pharmacien qui est investi aussi pour suivre le patient et appeler son confrère de ville, à Flers, à Baclès. Enfin, il y a des morceaux d'organisation, de lien ville-hôpital. Ce qu'on souhaite faire, c'est impliquer et réunir autour du patient tous les acteurs hospitaliers et de ville. C'est-à-dire, après le cancérologue, lorsqu'il a vu son patient pour une consultation de primo-prescription, impliquer le pharmacien hospitalier pour qu'il réalise un entretien de une demi-heure, trois quarts d'heure avec le patient pour évaluer son traitement en cours, c'est ce qu'on appelle la conciliation médicamenteuse, et puis donc dépister les interactions médicamenteuses, l'informer sur les modalités de prise du traitement, son bon usage, mais aussi sur les effets indésirables et lui donner les premiers éléments de conduite à tenir en cas d'effets indésirables. Ensuite, le pharmacien va déclencher un contact avec la ville. C'est lui qui va assurer ce pont, c'est-à-dire qu'il va transmettre la même information aux trois acteurs de ville de proximité du patient. Ce sont vraiment les professionnels de proximité. Les conseils de l'ordre qu'on a rencontrés au cours de la mise en place de ce projet nous ont dit « vous ne pouvez pas orienter vers un professionnel ». Donc il doit rester au libre choix du patient. Autrement dit, le pharmacien, quand il rencontre le patient à l'hôpital, va demander au patient quel est son médecin traitant, donc en général c'est assez clair, quel est son pharmacien d'officine habituel, celui dans lequel il a confiance, quel est son infirmier aussi habituel. Il va le transmettre également les fiches d'information sur le médicament créées par le réseau Onco-Basse-Normandie à ces trois professionnels de proximité, et puis le bilan de son entretien pharmaceutique que le pharmacien de ville pourra consulter. On a prévu aussi donc, les organisations existantes, c'est-à-dire l'implication de certaines infirmières hospitalières, infirmières d'annonce, qui pourront revoir le patient au cours d'un déplacement à l'hôpital, donc dans la mesure où elles sont disponibles et que le patient le souhaite. Le pharmacien de ville va prendre le relais au cours de 5 entretiens pharmaceutiques à une fréquence qui a été définie par le prescripteur.
Donc, et en fonction de son patient, mais aussi en fonction de la molécule. Vous avez des oncologues qui voient leurs patients tous les 10 jours pendant les 2 premiers mois de traitement pour s'assurer de la sécurité de la mise en route du traitement. Donc, alors qu'ils devraient le voir qu'une seule fois par mois pour les renouvellements de prescription ou les bilans. On a prévu également une implication de l'infirmière de ville pour les patients à troubles cognitifs et ou isolement social. Donc là, l'infirmière ira à domicile réaliser l'administration du traitement chaque jour. Là, c'est le volet numérique du projet, donc il est très lié au précédent. Vous retrouvez les acteurs hospitaliers, les acteurs de ville, qu'on va tous connecter. Donc il y a des projets en cours, c'est pas nouveau avec ce projet RéseauCamp, mais on va les utiliser et booster leur utilisation. En premier lieu, les messageries sécurisées, AMS Santé ou ApiCrypt, qui va relier tous ces professionnels. C'est-à-dire qu'au moment où l'on demande les coordonnées des professionnels de proximité aux patients, on va aller rechercher dans les annuaires les adresses de messagerie sécurisée des professionnels de proximité ou les créer. Donc, je vais vous en reparler tout à l'heure. Donc, les messageries sécurisées, le DCC, dossier communicant en cancérologie, le dossier de liaison du réseau Oncobas Normandie dématérialisé, d'autres aides, une application développée à l'occasion de ce projet d'aide à l'observance qui sera proposée aux patients pour mieux prendre ses traitements, c'est-à-dire qu'il y aura des alarmes qui vont se déclencher chaque jour sur son smartphone ou sur sa tablette. Les fiches d'entretien pharmaceutique, rapports d'observance infirmière vont être intégrés également dans le dossier communicant en cancérologie. Il nous semble que c'est une toile de santé, ce nouveau modèle, c'est-à-dire que vous connaissez la solidité des toiles textiles, les toiles d'araignée. Vous connaissez la puissance des toiles numériques qui sont développées avec Internet, l'intérêt des messageries sécurisées qui sont cependant sous-utilisées. Donc, avec ce programme, ce qu'on souhaite faire, c'est développer des liens connectés entre tous les professionnels du patient pour se réunir autour du patient pour assurer un suivi de continuité. Donc, et au service surtout de tous les patients où qu'ils soient dans notre région. Donc c'est une recherche, je vous en ai parlé, avec 2 périodes. La première sans ce lien ville-hôpital, la deuxième avec une période entre deux de formation et de promotion de l'organisation. On va relever l'adhésion du patient à son traitement, mais aussi les effets secondaires graves, la satisfaction des patients et des professionnels de proximité. Est-ce que cette organisation est plus lourde que ce qu'ils connaissaient avant? Est-ce qu'elle les satisfait? Qu'est-ce qu'il faut changer? La qualité de vie du patient et puis des critères économiques, puisque l'assurance maladie est partie prenante du projet et va relever les déplacements, le coût des hospitalisations, pour comparer donc les deux dans la période P1 et P2. Donc ces 2 périodes qui refigurent là, avec un démarrage, si jamais les nouvelles sont bonnes du côté du ministère en fin d'année, un démarrage donc au 2e trimestre 2017, après avis de la CNIL et du comité d'éthique. Donc un démarrage en mars 2017. Donc ça, c'est mon avant-dernière diapo pour vous montrer cette toile de santé, ici, dont je viens de vous parler, avec autour... donc elle va servir de socle et de tremplin vers l'éducation thérapeutique, qui est un mode de suivi graduellement plus élevé, avec tous les soins de support que vous connaissez. Donc les professionnels de proximité, alors tout ça reste à organiser à plus long terme, évidemment, c'est une image... projection qu'on vous présente là, mais qui peut être un point d'appel vers un accompagnement social, des soins d'escar, la résolution des problèmes de sexualité, de fertilité, la prise en charge de la douleur, la prise en charge nutritionnelle, que ce soit par l'éducation thérapeutique ou par un autre mode, l'activité physique et la rééducation, mais aussi la recherche, avec toute
l'information qui va transiter donc, par ce lien ville-hôpital, et puis des modalités d'e-learning qu'on a prévues également donc, auprès du patient, mais aussi auprès des professionnels de proximité, donc à partir de ce noyau commun. Voilà, donc pour terminer, donc ce sont les soutiens à ce projet que nous avons pu obtenir. Alors bien sûr, des professionnels individuels de la région, des centres autorisés en cancérologie, les oncologues et les hématologues du CHU, bien sûr, qui sont tous partie prenante, mais aussi de très nombreux professionnels de la région, des pharmaciens d'officine, des médecins traitants et des infirmières libérales. Donc avec un soutien du réseau Onco-Basse Normandie, de l'ARS de Normandie, de l'assurance maladie, l'Omédit, du centre François Baclès et du CHU de Caen, des conseils régionaux des ordres professionnels, médecins, pharmaciens et infirmiers, des URPS, des mêmes professionnels, la Ligue contre le cancer et le CIS, qui nous ont aidés à construire ce projet dès le départ. On voulait mettre le patient en première position dans ce projet, la Société française de pharmacie clinique et le GCS Télésanté Basse-Normandie, qui a une place prépondérante aussi dans ce projet, les syndicats des internes de médecine générale. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie Chaudry-Legros.